Et bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle synthèse vidéo de l'actu IT et Télécom et de la semaine du 19 octobre 2015. Je suis en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, premier sujet évidemment incontournable, c'est le rachat de MC historique, on peut dire, par Dell. Alors effectivement, on utilise le mot historique assez régulièrement, mais là c'est le cas puisque c'est le plus gros rachat dans le secteur de l'IT, 67 milliards. Donc on parlera un petit peu du rachat après lui-même. Si on regarde dans le top 10, HP est présent 3 fois, puisque HP a racheté Compaq pour 33 millions. C'est le deuxième rachat le plus important. Milliards, non? Milliards, effectivement. Millions, ce ne serait pas beaucoup. Milliards. Il a racheté également EDS, qu'il a propulsé dans le monde des services. Et puis il a racheté aussi Autonomy, dont on sait ce que ça a donné. D'ailleurs, si on revient sur Compaq, on se souvient que ça avait été un rachat très controversé du temps de Carly Fiorina, dont elle se targue aujourd'hui, mais qui a donné des résultats assez mitigés, mais bon, qui a fait d'HP pendant un moment le numéro 1 du PC. Il y a eu d'autres rachats importants et très différents finalement, parce que si on prend le cas du rachat de WhatsApp par Facebook, 19 milliards, WhatsApp, c'était une toute petite entreprise qui faisait quasiment pas un chiffre d'affaires très faible, mais qui avait 400 millions d'utilisateurs sur son application, et donc racheté par Facebook, intégré à la plateforme, et qui est devenue maintenant une plateforme de communication assez, je ne veux pas dire incontournable, mais très utilisée. Donc est-ce que Facebook a eu raison ou pas? En tout cas, le résultat est là. Et puis WhatsApp a été propulsé plus d'1 milliard aujourd'hui d'utilisateurs. Donc d'ailleurs, l'application va devenir payante. Pas cher, 1 $, mais 1 $ multiplié par 1 milliard, ça fait 1 milliard de dollars, donc c'est pas négligeable. Donc ça, c'est les fusions-acquisitions les plus importantes dans le secteur. Alors pour Dell, donc Dell, on se souvient, est sorti de la bourse pour se soustraire à la tyrannie des marchés financiers. C'était un peu l'idée de Michael Dell pour reprendre un peu de liberté. Et donc là, c'est un nouveau pari pour Michael Dell. Donc le premier, c'est qu'un montant de dette très élevé. On avait parlé d'Altis ces derniers temps à 50 milliards de dollars. Là, c'est 67 milliards. Bon, pour une société qui est quand même un peu plus robuste, qui fait du chiffre d'affaires et des bénéfices. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre de questions qui vont être posées. La première, sans doute une des plus importantes, c'est quel avenir pour VMware, évidemment. On sait que VMware est une société cotée en bourse, mais détenue à 80% par EMC, qui donc entre dans le giron de Dell. Donc est-ce que Dell va garder VMware ou va s'en débarrasser, s'en délester pour récupérer un peu de cash? 30 milliards à peu près, c'est ça? Oui, à peu près, effectivement. Donc ça cash. permet de résoudre le problème qu'on mentionnait. Et puis évidemment, les éternelles questions pour ce genre de fusion, parce que EMC, c'est quand même un très gros morceau. Donc ça veut dire évidemment, vraisemblablement, des suppressions de postes. Donc il y aura beaucoup d'emplois de back-office qui doublonnent et qui vont être supprimés. Donc ça, c'est quelque chose à venir. Et puis en termes de produits aussi, il y a beaucoup de doublons dans le domaine du stockage notamment. Donc comment Dell va s'y prendre pour réorganiser ces lignes de produits? Donc c'est quand même beaucoup de questions qui vont être posées. Et finalement, pendant un certain temps, Dell va être occupé à rationaliser tout ça et donc va peut-être mettre beaucoup de ressources pour faire ça et n'aura peut-être pas les ressources suffisantes pour faire en sorte que pendant les travaux, l'activité continue, et en particulier dans le domaine du cloud, où Dell n'est pas en avance, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut qu'ils mettent les bouchées doubles. Donc quand même beaucoup de questions qui se posent pour l'avenir de Dell, dont on aura évidemment l'occasion de reparler. Très bien. Alors on continue dans la série des rachats avant, puisque un autre acteur, moins connu certes que Dell, mais quand même important sur un marché émergent, qui est celui des SSD sans disque, qui est aussi également à vendre. Alors effectivement, donc là c'est l'agence Bloomberg qui a sorti l'information la semaine dernière. Donc SanDisk, très
qu'on utilise tous les jours. On ne connaît peut-être pas le nom, mais en tout cas, on peut le lire, puisque quand on utilise des clés USB, il y en a beaucoup qui sont d'origine SanDisk. Il y a beaucoup de stockage de postes de travail qui sont d'origine SanDisk. Et puis, depuis le rachat de Fusion.io, SanDisk était aussi passé au niveau du data center, donc toujours dans le domaine des mémoires flash SSD. Et donc, effectivement, l'agence Bloomberg a sorti l'info la semaine dernière selon laquelle SanDisk serait à vendre pour un montant estimé de 12 milliards de dollars, donc non négligeable, qui entrerait sans doute dans le top 10 qu'on évoquait précédemment. Et apparemment, il y aurait des acheteurs potentiels. Des acheteurs potentiels, évidemment, dont les business sont relativement proches. Donc on parle de Western Digital et puis de Micron Technology. Donc c'est une nouvelle opération de concentration qui s'annonce pour les jours ou les semaines à venir. Sachant que pour Western Digital, qui est un acteur du stockage entre guillemets traditionnel, ce serait évidemment une bonne opportunité. Absolument, puisqu'on voit que effectivement, on voit que le magnétique, le stockage magnétique a résisté pendant très longtemps, puisqu'il y avait quand même un avantage prix-performance qui était important. Mais néanmoins, on voit bien qu'on est arrivé au tipping point, comme les Américains, où le SSD est en train d'exploser et de remplacer le magnétique à tous les niveaux. Donc c'est l'occasion ou l'opportunité pour les offreurs traditionnels d'aller dans ce monde-là, sinon ils vont vraisemblablement disparaître. Donc on paraît une petite pièce sur Western Digital, éventuellement pour le rachat de SanDisk. Alors on continue cette fois-ci c'est les ventes. Alors on est à un niveau un peu plus modeste, mais on parle de BIM, qui est un acteur français de la BI qui s'est vendu à Zendesk. Voilà, alors absolument. Donc ça, c'est arrivé également la semaine dernière. Donc on est à une échelle de grandeur un peu différente, mais néanmoins, pour cette jeune société donc, qui se baptise maintenant We Are Cloud et qui vend ce produit BIM Analytics. Donc c'est un produit de reporting et de data visualisation, donc visualisation de données, créé à Montpellier en 2009, dont la cofondatrice Rachel Delacour a une certaine notoriété. Donc finalement c'est un parcours relativement classique, hein, mais 45 milliards de millions. Alors là je me trompe, effectivement on est dans une échelle un peu plus modeste, mais néanmoins c'est quand même pour la société, c'est Montpellier-Rennes j'entends. C'est une belle opération. Donc racheté par Zendesk, société danoise créée en 2007, 500 personnes, 500 salariés, qui a connu une croissance fulgurante, donc une société qui propose du service client sur le cloud. Donc le rachat de BIM va se faire de deux manières, avec intégration dans la plateforme de Zendesk, et puis elle va continuer à vendre de manière indépendante, puisqu'elle peut jouer les deux rôles. C'est une opération qui est très intéressante pour BIM Technology, We Are Cloud. Alors, sachant que bien qu'elle soit basée à Montpellier, elle est allée très rapidement aux États-Unis et elle s'était installée. Alors, si je vous pose la question, je ne suis pas sûr que vous seriez capable de répondre parce que c'est une destination assez surprenante. Elle s'est installée à Kansas City. Et alors pourquoi Kansas City? Tout simplement parce que finalement la Silicon Valley, San Francisco, c'était un peu cher. Donc c'était un moyen de mettre un pied aux États-Unis de manière assez efficace et économique. Bon, sachant qu'elle a quand même un bureau en Silicon Valley, mais c'était le moyen d'aller aux États-Unis de manière assez efficace et de se développer là-bas. Alors au passage, on peut quand même regretter, on en a déjà discuté il y a quelques semaines, qu'on n'est toujours pas capable d'accompagner pour le moment la montée en puissance de start-up françaises qui ont visiblement du potentiel puisque d'autres sociétés sont capables de les racheter. Alors on finit on reste toujours un peu sur le même sujet finalement, oui. Le top 250 éditeurs de logiciels que le Syntec a sorti un peu plus tard qu'il reçoit. Oui, alors donc ça c'était effectivement la semaine dernière, c'est la 5e édition, donc c'est un classement qui est fait avec le cabinet Ernst & Young. Bon là il y a évidemment des tonnes de chiffres.
On ne va pas les citer tous parce qu'on en aurait pour un bon moment. En gros, le top 250, ça représente 10 milliards de dollars d'euros. Donc c'est beaucoup. Mais on peut mettre un chiffre en comparaison. Microsoft, c'est 80 milliards d'euros. Un peu plus même. Donc on voit bien tout de suite les échelles. Néanmoins, c'est une croissance de 17%, ce qui est quand même intéressant. Création de 15 000 emplois en 2 ans. C'est beaucoup. Le SaaS est en développement assez rapide, mais finalement, alors, les ventes en mode SaaS, c'est un peu plus de 20%. Ce qui veut dire que malgré tout, il y a encore 80% des ventes de logiciels qui sont de manière traditionnelle. Et ça, c'est en vente. Et donc, ça veut dire qu'en parc, on a encore une très grande proportion des logiciels installés qui sont on-premise, comme on dit en bon français. Donc ce qui donne effectivement l'idée qu'on parle beaucoup de ce qui arrive, le cloud, le SaaS, etc., mais que finalement l'existence des entreprises, c'est encore beaucoup de choses traditionnelles, entre guillemets. Alors c'était pour la semaine passée. Et pour la semaine à venir, on a l'introduction en bourse de Deezer, valorisation autour d'1 milliard de oui. dollars. Alors on continue effectivement dans tout ce qui est rachat, introduction, c'est vraiment une semaine très particulière. Donc Deezer, c'est une plateforme de streaming musical française, donc qui entend introduire 30% du capital et lever 300 millions, donc ce qui valorise effectivement l'entreprise aux alentours de 1 milliard de dollars, ce qui fait qu'au passage, eh ben, elle deviendrait une nouvelle licorne ou unicorne, comme les appellent les Anglais. Donc opération à venir, on va voir le résultat, parce que ça c'est ce qui est prévu. Après ce qui va arriver, il faut attendre un petit peu. Néanmoins pour Deezer, il y a quand même pas mal de questions qui se posent. C'est que pour l'instant c'est quand même une plateforme relativement modeste, elle avance 6 millions d'utilisateurs, mais apparemment il y en a beaucoup qui sont non actifs. Et si on compare, Spotify c'est 20 millions, Pandora c'est 15 millions, donc c'est un peu plus modeste. Il y a une présence encore relativement modeste aux États-Unis, un chiffre d'affaires et des revenus qui sont encore extrêmement modestes. Donc là également, beaucoup de questions, donc de l'argent frais qui va arriver pour consolider tout ça, mais sur un édifice qui est encore relativement fragile. Donc là, finalement, peut-être plus de questions que de réponses. Sachant qu'en plus, il y a un petit concurrent qui vient d'arriver sur le marché qui s'appelle Apple, au travers d'Apple Music. Alors, relativement modeste encore, mais dont on connaît les moyens et les ambitions. Donc effectivement, il y a peut-être quelques soucis à se faire. Donc ça c'est pour la semaine passée, et puis on finit sur le coup de gueule de la semaine et on revient sur le top 250 du Syntec, où le satisfait site du Syntec vous paraît un peu... Oui, alors effectivement, c'est tous les ans la même ritournelle. Bon, c'est sûr que c'est un marché très dynamique, en forte croissance, 17%, on l'a dit, etc. Mais néanmoins, je pense qu'il faut signaler régulièrement deux choses, c'est que des acteurs, des éditeurs de logiciels de classe mondiale, il n'y en a quasiment pas. Enfin, il y a Dassault Systèmes, bien sûr, qui est le plus important et qui est vraiment de classe mondiale. Il y a Criteo qui est une espèce d'ovni un peu. D'ovni, oui, qui est arrivé de nulle part, qui est dans le monde Internet, donc dans le monde d'Internet, tout est possible. Et puis après, on descend très très rapidement, donc je pense qu'il y a, et puis avec le rachat de BIM, on le voit bien, il y a cette idée qu'on a beaucoup de mal à faire croître des éditeurs de logiciels français pour les faire passer la barre des 100 millions, et voire plus, pour atteindre un niveau international. Et puis si on compare avec le monde du service, où finalement la France a plutôt bien réussi, avec des acteurs pour le coup de classe mondiale, hein, on peut évidemment citer Capgemini, Atos, Sopra Steria et encore quelques autres, le monde du logiciel est quand même un petit peu en demi-teinte. Donc c'est pas un coup de gueule, mais c'est une mise en perspective, on va dire. Merci Guy, merci à toutes et à tous, et puis donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de notre synthèse vidéo de l'actualité télécom. Merci, au revoir.